À chaque fois que j'essaye de m'en sortir, ils me remettent dedans. Allez, montage. Bonjour, salut les kids, j'espère que vous allez tous bien. Cette semaine, ça a été une semaine de folie. Vous avez vu pas mal de choses, des critiques, des entretiens, des reportages. Et aujourd'hui, on revient pour le deuxième épisode d'un live très intéressant et très attendu avec mes confrères TN et Ed Wood. D'ailleurs, Ed Wood, comment allez-vous? Moi, Ça ça va, va? impeccable. Bonne semaine, chargée, mais très intéressante. D'accord. Et toi, Ed Wood? Pareil, chargé aussi. Beaucoup de films longs cette semaine, j'ai vu. Ah Des films de plus ah! de 2 heures et demie. Ah ah, bon, alors, Ah. donc là, il est en train de te tendre la perche TN. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Au programme aujourd'hui, dans l'actualité, il y a la sortie du remontage du Parrain 3. Et donc, on va d'abord parler de la trilogie des Parrains, pour ensuite parler effectivement de cette nouvelle version du Parrain 3 qui change peu et finalement beaucoup. Enfin, ça, on va en parler ensemble. Et puis, comme d'habitude, on retrouvera nos recommandations en fin de séquence. Alors, juste une chose, c'est que Francis Ford Coppola exècre le titre Le Parrain 3. Il veut qu'on dise The Godfather Coda, The Death of Michael Corleone. Voilà. Voilà, il a corrigé ça aussi. Et il a corrigé ça aussi. Bon, Ed Wood, je pense qu'on va commencer à parler d'abord de la trilogie qui n'est pas celle de Lucas, mais celle de Coppola. Donc, The God, n'est-ce pas, TN? Je suis bourré de trilogie. Putain. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. The Godfather trilogie. Allez, vas-y, Alors, explique-nous un petit peu tout ce que tu sais sur ça. La trilogie du Parrain, est-ce que c'est vraiment nécessaire de présenter cette trilogie somme sur la mafia qui, en même temps, ne dit jamais le mot mafia dans aucun des trois volets de cette saga. Donc oui, film somme qui, bizarrement, n'est pas une volonté de départ de Coppola. C'est une volonté de la Paramount d'adapter un best-seller de Puzo qui parle effectivement d'une famille, la famille Corleone. Et ils cherchent le réalisateur et Coppola, en fait, sort de plein d'échecs. Et ils se disent c'est le moment de le mettre en avant et il va faire ce qu'on veut. Et finalement, il fait ce qu'il veut dedans. Il est un petit peu maître à bord et il fait un peu n'importe quoi. Même parfois, il tourne des scènes à l'arrache. Au dernier moment, il change des choses. Et Paramount commence à flipper sur ce film, le premier Parrain, voyant qu'il prend vraiment les commandes. Et ils sont rassurés peu à peu parce qu'il s'avère que ça va être son premier chef-d'œuvre. Donc, on passe après au 2. Le 2, c'est plus une commande, du coup. Là, c'est vraiment une envie commune avec Puzo de raconter la suite de cette saga. Et là, l'élément qui est novateur que Coppola impose, c'est de faire une préquelle, en fait. Donc là, du coup, on a la jeunesse du Parrain qui est en parallèle avec la continuation de l'évolution de la famille le long des années. Et on arrive ensuite au troisième volet qui, là, à nouveau redevient une commande, puisque c'est longtemps après, je crois que c'est 18 ans après, 16 ans, hein, quelque chose comme ça. Et on arrive à un opus qui est, c'est un peu leur Bronzé 3, quoi. Ils ont envie de capitaliser, sur les deux premiers. C'est là la querelle. Vous n'avez pas aimé les Bronzés 3? Avance. Là, il recule plutôt, là. Il recule plutôt.
Non, mais c'est vraiment Donc, ça. Il y a enfin, là, il n'y a plus qu'une histoire d'argent. Chacun veut retirer des sous de cette histoire. Des personnes qui étaient là dans les premiers volets ne veulent pas venir parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent. D'autres gagnent énormément d'argent comme jamais ils ont gagné sur les premiers volets pour un résultat un petit peu décevant à l'époque, en tout cas. Donc, on va revoir là si le montage, le remontage nous fait changer, enfin me fait changer d'avis et fait changer d'avis la doxa de l'époque. On va voir. Et voilà un peu pour cette trilogie commandée par Paramount au départ. en tout cas, ce qui est assez exceptionnel, c'est que nos spectateurs sont en train d'assister à un licenciement en direct. Et je trouve ça génialissime. Donc, au revoir, Ed Wood. Au revoir. Voilà. Non, mais c'est assez intéressant parce que Ed Wood est très bon pour le teaser, tu vois, TN. Donc, mais, eh bien, on va commencer par donner. C'est dur de présenter une trilogie archi connue. Tu sais, là, Oui, c'est pas évident. Tout le monde l'a vu, en fait. C'est pas évident. Pas le 3, mais au moins les 2 premiers. Ça, c'est vrai, tu as raison, par contre, le 3, effectivement. Mais globalement, la trilogie, on va chacun donner un petit tour de table assez rapide sur l'avis. Voilà, en quelques mots, ce que représente pour vous cette trilogie. Personnellement, moi, je trouve que... Moi, elle m'a marqué, hein, elle m'a marqué... surtout le troisième m'a énormément marqué. D'ailleurs, je pense que je suis assez... rare dans cette situation-là, savoir que je trouve que c'est le meilleur des trois. Voilà. Bref. Et donc, mais je trouve que c'est une trilogie somme, trilogie monstrueuse, qui a cette particularité de proposer une mise en scène très classique. Parce que ce que tu disais très justement, Ed Wood, c'est que lorsque Coppola réalise Le Parrain, Robert Evans, qui est producteur chez Paramount, est complètement consterné de voir que la mise en scène que va adopter Coppola, on est en 71, 72, on n'est pas dans les années 40, elle sera extrêmement classique. Et lui ne s'attendait pas à ça. Et moi, je trouve que c'est extraordinaire ce classicisme, c'est d'une élégance incroyable. Et puis c'est vraiment un film une trilogie qui a annoncé à Hollywood qu'on pouvait pas connaître. Donc pour moi, mon avis, c'est très simple, sans être dans l'analyse. Hein, mais mon avis, je trouve que ça reste encore une œuvre importante, considérable et intemporelle. TN? Eh ben, je vais plutôt aller dans ton sens. C'est pour moi, évidemment, une série de films totalement marquante. Je les ai vus pas si jeunes et j'ai été tout de suite capté. C'est-à-dire que c'est quand même des films de durée supérieure à 2 heures, même supérieure à 3 heures, je crois, pour le deuxième. Et pourtant, on regarde ça et c'est du pain béni. Tous les plans sont magnifiques, la mise en scène est toujours captivante. Et on suit une histoire de personnes qui sont des gangsters, mais qui sont aussi humains. On les voit manger, discuter de sujets tout à fait, comment dire, du quotidien. Mais on est tout le temps passionné. Et bon, moi j'adore les films de Scorsese, par exemple, mais j'ai pas vu de meilleur film de gangsters que la série Les Parrains. Et pour ce qui est de mon avis à proprement parler, je ne peux pas faire de classement entre les trois. Pour moi, ils sont tous les trois aussi bons dans des genres un petit peu différents. En les revoyant cette semaine, j'ai même bizarrement celui que je peut-être mettais un peu au-dessus, le deuxième m'a moins plu que le premier. Parce que, bon, peut-être aussi parce que je le connais par cœur, on va dire, parce que je le regarde régulièrement. C'est vraiment une trilogie exceptionnelle pour moi et j'aimerais bien qu'on revoie des films comme ça aujourd'hui. J'ai bien peur qu'il y ait beaucoup de choses qui aient changé à Hollywood et que ça ne nous permette pas d'avoir la même chose à nouveau. Voilà. Et toi, Ed Wood? Alors, moi, 3... en fait, contrairement à vous, je ne l'ai pas découvert au cinéma en 72. En fait, moi, là, tu frites la quarantaine. Fais gaffe quand même. Là, j'ai découvert Le Parrain, mais dans une version, je sais pas. Ils avaient fait pareil pour Il était une fois en Amérique. Il existe une version de télé et une version de télé beaucoup plus longue.
et dans l'ordre chronologique, en fait. On commence par le 2, en fait. Du coup, dans un premier temps, je me posais pas trop la question, parce que c'était dans les années 80, j'étais gamin, je l'ai vu, et je me disais, bon, bah, c'est un téléfilm, quoi. Et, et après, bah oui, mais quand tu le vois dans le... Mamma mia. Mais quand tu le vois dans cet ordre chronologique, avec des coupures pub toutes les 7 minutes aux États-Unis, je pense, où, du coup, c'est un montage un peu bizarre. J'ai pas trop apprécié, et je préférais effectivement à cette époque-là, Il était une fois en Amérique, qui était vraiment mon film de gangster préféré, plutôt dans le milieu juif que dans le milieu italien, et j'aimais beaucoup ça. Et ensuite, je l'ai redécouvert en DVD sur le tard, dans les années 90, et là, mais gros coup de foudre, oui, c'est quand tu remets tout dans l'ordre et que tu te mets dans des conditions cinématographiques, effectivement, c'est une des meilleures trilogies du monde, avec Les Bronzés. Mais qui serait Gérard Jugnot dans Michel Blanc dans... C'est Fredo. Fredo. Michel Blanc, c'est Fredo. Le grand Fredo. Une ouverture. Sur un malentendu. Et oui, grosse trilogie, mais pareil, en fait, à l'époque, quand là, pour le coup, j'aurais pu voir le 3 au cinéma, et j'ai pas du tout eu envie, ça me donnait pas du tout envie. Et à l'époque, c'était plutôt les Scorsese qui m'attiraient plus que le troisième, qui avait l'air vraiment une excroissance des deux autres, quoi. Et qui était très 90. Je sais pas, l'image était très 90, et j'aimais pas du tout ça. Voilà où on en est. Alors, quand on prépare une émission, généralement, chers spectateurs et spectatrices, on a une feuille de route, et donc je devais là tout de suite donner une analyse, mais TN est en train de souffrir, et donc je propose que ça soit TN qui commence l'analyse. Bon, l'analyse, on va la faire scène par scène quasiment pour ce film, mais donc je vais prendre des exemples en particulier. Il y a, dans la qualité de la mise en scène de Coppola, il y a des moments d'une subtilité monstrueuse dans le film. Alors, je pense par exemple à une scène du Parrain, le premier, quand Vito Corleone, Marlon Brando, est hospitalisé, et que, en allant le visiter à l'époque, Michael Corleone, qui n'est pas encore membre de la famille d'un point de vue criminel, se rend compte que les policiers en poste ont été évacués et qu'il n'est plus protégé, et que vraisemblablement le parrain va être assassiné. Il trouve dans le couloir quelqu'un qui doit un service au parrain et qu'il apprécie, un de ses protégés, on va dire, qui est le pâtissier qui s'occupe de la famille. Ouais. Et il lui dit, venez avec moi. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien, et ils savent qu'il y a au minimum 4-5 gangsters qui vont se pointer avec des mitraillettes pour tuer le parrain. Ils se mettent à l'entrée de l'hôpital, et Michael dit au pâtissier, pousse ton chapeau vers le bas, remonte ton col, mets les mains dans tes poches comme si tu tenais un pistolet, et je vais faire pareil. Et ils sont tous les deux là devant, totalement... je dirais, c'est des victimes potentielles, parce que finalement, ils attendent de se faire tuer devant l'hôpital. La voiture avec les gangsters passe, ils voient les mecs qui ont l'air de deux gorilles armés, et ils repartent. Et le pâtissier sort une cigarette en tremblant, parce qu'il s'est vu mourir. C'est une séquence qui dure peut-être 4-5 minutes, mais c'est absolument stupéfiant le niveau de qualité, plan par plan, comment est-ce qu'on nous amène la tension de cette scène. On est dans une scène où il n'y a pas un coup de feu qui est tiré, mais finalement, c'est une scène d'action absolument prenante. Et le film est rempli de ça, c'est-à-dire d'opportunités de vivre des émotions extrêmement fortes, d'être totalement en adhésion avec des personnages dont, je le rappelle, c'est une famille de criminels et la plupart mériteraient d'être en prison à vie ou aux États-Unis exécutés. Mais on est avec eux dans ces séquences-là et on est pris d'une émotion. On a l'impression que c'est notre père qui est à l'hôpital et que c'est nous qui lui apportons protection.
Donc ça, c'est un premier élément que je voulais mettre. Mais encore une fois, si on devait faire l'analyse de tout le film, ou des 3 films, encore pire, on y prendrait plusieurs journées parce que chaque scène est vraiment créée avec le détail. Il y a un autre détail très important que je voulais citer, c'est que en plus de raconter une histoire relativement complexe, avec des dialogues bien écrits, avec des personnalités, des personnages vraiment pas stéréotypés, mais bien campés avec précision, y compris dans leur façon de se tenir. Si on prend l'exemple de Fredo, qui est un petit peu tout tremblant, fragile, qui est un petit peu le frère raté de la famille, par opposition à Michael, qui est quelqu'un qui va prendre le pouvoir de fait par ses actions. Et malgré tout cela, enfin, je dirais en plus de tout cela, il a réussi à mettre en place un système de symbolique qui va perdurer pendant toute la trilogie, avec les oranges, qui sont un signe de trahison, de mort, ou en tout cas de danger. Et chaque fois que l'on voit une orange à l'écran, on sait qu'il va... Enfin, on sait, la première fois, je ne le savais pas, mais à force de voir, on découvre que chaque fois qu'on voit une orange, il va se passer quelque chose. Vito Corleone achète des fruits, il attrape une orange, les gorilles sortent et le mitraillent. Quand Johnny Ola, dans Le Parrain 2, rend visite à Michael Corleone, il attrape une orange et il jongle avec, et ça nous annonce sa traîtrise. Et dans le 3e épisode, quand il y a l'attentat par hélicoptère sur le syndicat du crime, il y a une orange qui tombe et qui indique, en tombant sur la place de celui qui a trahi, que ces deux sont faites. Et ce niveau de mise en scène qui permet, avec de la symbolique, d'exprimer énormément de choses, c'est un niveau de qualité et de profondeur pour quelque chose qui n'est pas archi-visible, si on n'y prête pas une attention particulière dans un premier temps, c'est assez exceptionnel. Mais je suis intéressé par tes points de vue là-dessus, Samir. C'est très très intéressant. J'avais pas remarqué ça. Il faut les revoir maintenant que tu sais. Ouais, j'avais pas remarqué. Moi, j'ai remarqué que quand Thomas fait une bonne critique, quand Thomas il fait une bonne critique, il porte à chaque fois un pull orange. C'est ça. mais tu as raison que d'insister sur certaines séquences, ou plutôt certaines scènes, en l'occurrence celle que tu as évoquée dans le premier parrain, pour montrer vraiment qu'il y a un travail sur la mise en scène qui est assez fondamental chez lui. Je pourrais aussi, comme toi, il y a une séquence par exemple que j'aime beaucoup, qui est archi connue, mais que j'aime beaucoup parce que on sent que Coppola a toujours été finalement un cinéaste de la durée du temps. C'est quelque chose qui est primordial chez lui, et c'est ce qui fait que peut-être j'ai des réserves, on en reparlera plus tard, sur le remontage du parrain numéro 3. Donc c'est un cinéaste de la durée, un cinéaste du temps, il n'est pas dans l'abstraction totale, il est vraiment dans cette situation de prendre le temps pour prendre le pouls de la société dans laquelle il vit, ou de la société de cinéma dans laquelle il travaille, parce que tous ces films sont aussi une espèce de critique du cinéma dans lequel il travaille. C'est aussi une manière pour lui, et je parle toujours de la trilogie, de prendre le pouls de son rapport à ses origines et à sa famille. Parce que dans ce film, qui est un film qui raconte l'histoire d'une famille, mais cette histoire est racontée aussi par une famille. Coppola qui est aux manettes, il y a Sofia Coppola dans le troisième qui joue le rôle de la fille de Michael Corleone, Talia Shire qui est quand même la sœur de Coppola et qui est la sœur de Michael Corleone, le scénariste là, il y a la maman aussi, il y a le scénariste du film qui est le père, je crois, de Coppola, si je me trompe pas. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça d'assez intéressant chez lui. Tous ces films ne se ressemblent pas. Le Parrain ne ressemble pas au Parrain numéro 2. D'ailleurs, Edu, tu as judicieusement évoqué le fait qu'il y ait une espèce de préquel où on revient sur l'enfance, sur la montée en puissance de Vito Corleone, qui est pour le coup, le Parrain 2 c'est aussi assez extraordinaire, parce que dans ce film, pour la première fois, il y avait
même s'ils n'étaient pas dans les mêmes séquences, il y avait Robert De Niro et Al Pacino. Donc, il y a une séquence comme ça dans Le Parrain que j'aime beaucoup. C'est la séquence où Tom Hagen, qui est l'avocat de la famille, le frère adoptif, joué par Robert Duval, se rend à Hollywood pour aller discuter avec un producteur de cinéma pour lui persuader, le convaincre d'engager Johnny Fontane, ce fameux chanteur extraordinaire que l'on voit dans le premier, dans le 2 et dans le 3, vieillissant, d'une espèce de l'alter ego comme ça, de Frank Sinatra. Et il y va pour persuader donc ce producteur d'engager Johnny Fontane dans un film. Et ça se passe très très mal. Dans un premier temps, le producteur apprend qui est Tom Hagen, apprend qu'il fait partie de la mafia et refuse complètement de le voir. Il y a une deuxième évolution où tu le vois, ce producteur, inviter Tom Hagen chez lui. Et là encore, ça se termine très très mal. Et puis à un moment, on voit ce producteur le lendemain dans sa chambre, il vient de se réveiller et il s'aperçoit de quelque chose, sans spoiler. Il s'aperçoit qu'il y a quelque chose dans son lit et il crie, il hurle, il est... Eh ben voilà, il a spoilé. D'accord. Merci TN. Bon, Là, je crois qu'il il a préparé un bingo. D'accord. Bon, alors... Dès qu'on fera un cliché du film, il va nous le sortir. D'accord. Bon, c'est pas grave. Alors, donc, et ce qui est très beau à ce moment-là, c'est qu'on voit donc ce producteur dans ce lit, ensanglanté, avec la tête du cheval. Et là, à ce moment-là, il y a un fondu enchaîné et on tombe sur le visage de Marlon Brando qui ne dit rien et qui hoche la tête et qui ensuite dit à son avocat qui est en face de lui de passer à autre chose. C'est l'ellipse. C'est ça la durée. Et c'est magnifique à ce moment-là. Et je trouve, moi, cette séquence, elle continue encore de m'impressionner. Ce petit moment traduit par ce fondu enchaîné qu'on ne voit pratiquement plus aujourd'hui. Et ce fondu enchaîné entraîne une manière de travailler la durée, de regarder la société. Et je trouve ça assez passionnant. Est-ce que toi, Ed Wood, tu as des exemples comme ça de séquences qui t'ont assez marqué dans la trilogie? Oui, alors curieusement, c'est dans le 3. Oui, il y a une scène que j'aime beaucoup dans le 3, c'est au début du 3, en fait, il ne veut pas qu'on l'appelle le 3, mais par commodité, on va l'appeler le 3. Il y a une cérémonie où toute la famille Corleone est réunie, il y a les cousins, il y a le don, il y a tout le monde. Et il y a une photo qui va être prise, où tout le monde se réunit dans l'escalier. Et j'adore cette scène parce qu'elle résume en quelques frames ce que va être le film. Il y a toute la famille qui est unie et il y a Vincent, c'est le neveu de... En fait, c'est le fils naturel de son frère voilà, c'est ça. Sonny. Son neveu qui est impulsif comme son père, on sent qu'il veut en croquer et on sent qu'il a des impulsivités qui vont peut-être un peu lui nuire le long du film. Et là, en fait, il y a juste cette photo, c'est hyper marquant et tout le monde regarde l'objectif et il y a lui qui regarde de côté, en fait. Il n'est pas là. Et je trouve que c'est très annonciateur du film et comme disait Thomas et comme tu le disais, tout est dans le détail en fait dans la trilogie. C'est à la fois on peut le regarder comme un divertissement puisque c'est construit. C'est pas la mafia en documentaire en fait. Il s'en fout de la crédibilité. Ce qu'il veut raconter, on le sait bien, c'est un drame shakespearien. C'est jamais réaliste. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, un meurtre ou tout ça, il y a une fête. Et ils apprennent ça pendant la fête et pour faire des contrastes. Et ça tout est fabriqué, tout est théâtral, mais du coup, tout est vraiment captivant en fait. De la première scène du Parrain où tout le monde défile dans son bureau, on ne peut plus sortir de la trilogie en fait. On a envie de les binger comme une série. C'est vraiment tellement bien amené à chaque fois. Chaque scène est tout en détail et tout est vraiment absorbante, quoi. Et voilà, c'est ce que je retiens. Juste une photo, mais tout est dans le détail.
C'est marrant que tu parles de photos parce que je reviendrai sur cette photo-là quand on parlera du parrain 3. Le 6 décembre dernier, donc, le Godfather Coda, The Death of Michael Corleone est édité en DVD Blu-ray. Et on savait que Coppola, depuis un certain temps, voulait remonter le film, Le Parrain 3, qui avait essuyé, mais alors des critiques négatives lors de la sortie en 91. Pire que cela, l'actrice, Sofia Coppola, qui a remplacé au pied levé Winona Ryder, qui était donc censée jouer le rôle de la fille de Michael Corleone, a été sévèrement critiquée. Bon bref, ça a été une période très compliquée pour Coppola, qui en plus de cela avait accepté de faire ce film, comme tu le disais, Julien, parce qu'il était endetté, il avait fait faillite. Il a toujours eu envie de remonter ça, il l'a fait. On a eu le résultat, mais avant de commencer à donner chacun notre avis, même si vous avez plus ou moins deviné, quoique je ne sais pas, on verra bien, mais avant d'aller explorer et développer ce nouveau remontage et de le comparer donc au troisième, Love You Sophia, il est extrêmement en forme, notre cher ami. Et pas particulièrement, il n'a pas beaucoup dormi. Ouais, ah bah putain, si t'avais dormi. Bah tiens, ouais. Tiens, tu fais le Mario. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différences de montage entre la version de 91 et la version de 2020, s'il te plaît, mon cher TN? Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a deux éléments clés du film très importants qui ont été changés. Et puis, il y a au milieu du film toutes sortes de petites coupes qui visent à dynamiser, accélérer un petit peu certaines scènes dont Coppola ne devait pas être tout à fait satisfait. Alors, c'est difficile de rentrer dans le détail de ces coupes parce que je n'ai pas eu le temps, mais je dirais même les moyens techniques de regarder chaque scène en parallèle. Mais les coupes importantes, en revanche, elles sont extrêmement visibles. Et la première, c'est que un morceau important du film qui arrivait seulement au bout de 40 minutes a été déplacé en scène d'ouverture. C'est le moment qui nous introduit Michael Corleone en train de parler avec le cardinal en charge des finances du Vatican et qui va donc lancer toute l'intrigue de Immobiliare, la société immobilière du Vatican qui représente des milliards de dollars de business à travers le monde, sur lequel Michael Corleone veut porter ses mains, puisque c'est sa manière à lui de sortir de tous les business illégaux dans lesquels sa famille est plongée depuis des dizaines d'années, enfin depuis que son père a commencé sa profession de protecteur du quartier, pour ensuite faire du jeu, de la prostitution, du vol, de l'arnaque, toutes sortes de choses. Et le fait de déplacer ça va changer considérablement le film parce que dans la version précédente, et ça, bon, c'est après une question un petit peu subjective, mais ça redonne le ton général du film en le recentrant complètement sur cet aspect-là, alors qu'avant, on avait un petit peu un début qui était une postface du Parrain 2, et tout d'un coup, au bout de 40 minutes, on commençait une nouvelle intrigue. Donc, ça crée un équilibre un petit peu étrange dans le film, qui, de mon point de vue, fonctionnait par avant, mais qui a, à mon avis, pas mal désarçonné et qui explique en partie les critiques négatives dont il avait été victime. Le deuxième changement qui est pour moi majeur se situe à la fin. Mais effectivement, avec toutes les coupes qu'il y a eu par-ci, par-là dans le film est plus court, je crois. Corrigez-moi, mais je crois qu'il est plus court, genre de 20 minutes. Donc, c'est vraiment beaucoup de dynamisme qui est introduit. Alors, peut-être que dans la durée, certaines scènes perdent un petit peu. Mais en revanche, le ton du film jusqu'à la fin est beaucoup plus rapide. Et la différence majeure, et ce qui constitue une petite escroquerie intellectuelle, c'est que la véritable fin du film se passe lorsque y a la scène de mitraillage devant l'opéra de je ne sais plus quelle ville en Sicile, et où la fille
interprété par Sofia Coppola, est abattu et que ça se termine dans une pietà où il tient sa fille dans les bras morte, totalement désespéré, une image poignante. Et dans le montage original, il y avait une séquence relativement longue derrière où on voyait la mort de vieillesse et de malheur de Michael Corleone, qui d'ailleurs laissait tomber un fruit de sa main au moment de son décès. Vous vous rappelez lequel? Une orange. Ils ont bien écouté, c'est bien. Et toute cette séquence-là a été totalement tronquée. Il n'en reste qu'une toute petite image avec un mix où il se rappelle la danse qu'il a fait au début du film avec sa fille, qui était dans le premier montage d'une séquence où on voyait le Michael danser avec plusieurs femmes, avec son épouse, je crois. Et là, ça se concentre sur le grand malheur finalement de sa vie, qui est la mort de sa fille. Et voilà, donc les conséquences, ça, je pense que c'est tout à fait subjectif, on va en parler, mais le film est plus court, recentré sur l'affaire Immobiliare et ses conséquences, et se conclut véritablement sur la mort de la fille de Michael Corleone. Et de ce fait, avant de m'exprimer, je voudrais savoir ce que Ed Wood a pensé de cette nouvelle version du montage. En grand. Alors, déjà, oui, je sais, en grand, mais en fait, mon ordinateur rame et j'ai une petite... Vas-y, dis-nous ce que tu en penses. Allez, on se détend. C'est pas grave, on se détend. C'est rien. Alors, donc, Ed Wood, vas-y. Alors, Ed Wood, est-ce qu'on ne l'entend plus? C'est pas grave. Peut-être tu peux réagir, TN, tu peux continuer à donner ton avis là-dessus. J'ai l'ordinateur de Ed Wood, on espère qu'il va revenir bientôt. Vas-y. Du coup, mon avis, c'est que ce montage, la vitesse me plaît moins que la vitesse du montage précédent. En revanche, notamment le fait d'avoir remis l'entretien avec l'archibishop, le cardinal, en début de film, me paraît vraiment approprié. C'est vraiment pour moi un choix qui recentre le film et finalement le restructure. Il y avait un côté bancal de cette rupture au bout de 40 minutes et la nouvelle version rattrape cet aspect-là. Alors, le moment emblématique de la mort de Michael Corleone disparaît, et ça, c'est vrai que c'est un petit peu une déception, notamment parce que le film s'appelle La mort de Michael Corleone et que quand l'écran noir arrive, Michael Corleone n'est pas encore mort. Mais finalement, c'est une façon de dire sa mort à lui, c'est le fait que sa fille soit morte. Donc, il a voulu mettre une autre symbolique. Et je pense que le fait que sa fille soit l'interprète et qu'elle ait été victime de critiques est lié au fait qu'il ne souhaite pas, qu'il a souhaité finalement lui rendre hommage et lui témoigner son amour. Mais donc, pour moi, c'est véritablement une réussite, cette nouvelle version. Elle est beaucoup plus fluide que la première. C'est plus fluide, c'est presque un peu rapide, mais finalement, comme c'était déjà un film très long, je ne trouve pas qu'on en souffre trop. Avant que Ed Wood revienne, on le souhaite, moi je rebondis sur ce que tu disais. Je trouve malheureusement que cette nouvelle version, pour moi, elle est vraiment exactement ce que Coppola avait su éviter quand il avait fait le film originel en 1991, à savoir de prendre considérablement le temps d'installer les différents événements. Voilà, Ed Wood est revenu, il est parmi nous. Donc, après que TN nous ait donné son avis, où il nous disait que la version d'aujourd'hui est beaucoup plus satisfaisante que celle de 91, je rebondissais en disant que moi, c'était plutôt le contraire. Je pensais le contraire. Je trouve que j'ai été extrêmement déçu, voire même un peu choqué parce que je voyais, pour moi, ça allait trop vite. Ça va trop vite, ça perd son sens. Ça devient une espèce de gloubi-boulga comme ça de choses dont je n'arrive pas à voir le bout du tunnel.
je ne comprends pas vraiment pour quelle raison Coppola a remonté cette version, alors que ce qu'il avait fait dans les années 90 au début, c'était exact, c'était très très beau. Il y avait une fragilité dans cette version. Il y avait toujours ce rapport à ses origines qu'il développait, ce rapport à ce cinéma qu'il essaye constamment de retravailler, de questionner. Je trouvais qu'il y avait aussi dans ce film, qui est, je trouve, le plus bouleversant de la trilogie, une espèce de résonance, mais très forte, avec la contemporanité que nous vivons, à savoir cette corruption qui est là, l'histoire de la Grande Italie. Très souvent dans ce film, euh, Coppola, par l'intermédiaire de Michael Corleone, questionne énormément la grande histoire de ce pays et d'autant plus de la Sicile. Pourquoi toute cette violence? Et il arrive en même temps à en faire une espèce de passerelle avec cette violence que l'Amérique de cette époque, c'est-à-dire donc du début des années 90, subit. Je trouve que le montage de la version du début des années 90 est beaucoup plus fluide pour le coup. J'aime beaucoup le fait qu'ils reprennent des clichés, enfin pas des clichés, mais qu'ils reprennent des éléments qu'il avait déjà utilisés dans les deux premiers, qui sont des éléments fondamentaux, qui sont des éléments qui sont, comment dire, son sa signature, quoi. Voilà, exactement, Edward, sa signature, mais qu'il en fait mais ce que je trouvais très beau, c'est que la grande séquence d'ouverture du Parrain 3 par rapport au Parrain 1 et au Parrain 2, elle est beaucoup plus fragile, beaucoup disloquée, et j'aimais ça parce que c'est aussi comment lui il voyait à ce moment-là le cinéma, comment lui il voyait à ce moment-là la société. De remonter ce film aujourd'hui en 2020, c'est très bizarre parce qu'entre 91 et 2020, la filmographie, le cinéma de Coppola a énormément changé. Il tourne différemment, même sa façon de voir les choses ont changé. Et je me demande, est-ce que c'était judicieux d'adapter ce qu'on est aujourd'hui à quelque chose qu'on avait filmé et qui sont déjà enregistrés en 91. C'est un peu bizarre. Et donc, moi, ce film, la version de 2020, pour moi, elle perd tout son sens. Elle est pour le coup complètement incohérente. Les personnages sont très très mal définis. Il y a même parfois, et ça c'est horrible, mais bon, on s'en fout, mais il y a vraiment des fautes même de raccord, j'ai remarqué. Et je trouve que c'est un film qui est complètement vain. Toute la beauté du Parrain 3 qui fait cette espèce d'opéra qui se termine en apothéose avec cette fin bouleversante. Tu as raison, TN, hein, la mort de Michael Corleone, c'est parce que il a pas su préserver, protéger sa famille comme il le voulait, et qui se traduit par la mort de son enfant préféré, voilà, qui est sa fille. Ça, tu as raison. Et donc moi, je suis assez, dubitatif par rapport à ce remontage qui, pour moi, n'apporte pas grand-chose. Bien au contraire. Et c'est ça qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai peur qu'aujourd'hui, juste TN, je termine. Tu es le Éric Zemmour de la critique. À chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec Zemmour, il fait. Je t'ai pas interrompu. Hein, donc, oui, mais tu m'interromps quand tu réagis ainsi. Donc, détends-toi, cher ami. Et donc voilà, donc je trouve que c'est une version qui est complètement tronquée et j'ai bien peur qu'on en reste sur ça, alors que la version de 91 est pour moi, c'est la seule et unique qui existe. Ed Wood, qu'est-ce que tu en penses? Alors, comme pour les Bronzés 3, non, je rigole. Non, j'arrête avec cette blague. En fait, alors, Thomas, tu as parlé du travail qui a été fait sur le montage. Qui est Thomas? TN, pardon. C'est Julien qui te parle. Qui est Julien? Donc, en fait, il a également travaillé l'étalonnage de ce film, et je trouve qu'il a réussi à faire que ce qui me gênait au départ, c'est-à-dire un film des années 90, s'atténue. Alors déjà avec le temps, parce qu'il y a beaucoup plus d'années qui ont passé depuis que le film est sorti que entre la sortie du deuxième et du troisième. Donc du coup, maintenant, la trilogie devient plus compacte, en fait. Et avec cet étalonnage, je trouve que c'est plus cohérent. Et ça m'a plu. Et comme Samir, j'ai beaucoup aimé aussi les motifs. Je trouve qu'on les voit mieux dans la nouvelle version. Les motifs dont tu parlais, les fêtes, les répliques cultes qui reviennent, des choses comme ça. Ça m'a plus amusé.
Mais j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ce troisième, comme dit Samir aussi, très opératique, crépusculaire. Et il reprend les thèmes, il reprend les symboles qu'il avait utilisés par avant, mais un peu vidés de leur substance, comme si c'était des fantômes. Et le film est un peu le fantôme des deux autres, je trouve. Et le côté opératique avec les scènes d'opéra à la fin renforce un peu cet aspect. Et voilà. Et pour revenir sur la fin, la nouvelle fin, en fait, TN, là, pendant que j'étais coupé, je suis allé retourner voir vite fait la scène de fin. Le temps est suspendu chez toi, Edwin, c'est génial. Non, mais si tu regardes bien la scène, il a toujours l'orange, en fait. Oui, donc, mais il ne meurt pas. Bah, s'il a l'orange, c'est qu'il va mourir. Certes. C'est juste qu'on ne le voit pas, quoi. Donc, fais gaffe à toi, TN. Ouais, mais il y avait la main qui tombait sur le côté. Est-ce important? Est-ce important? Samir, ce que tu disais, c'est que dans ce nouveau montage, il y a même des faux raccords, quoi. Oui, faux raccords. Et là, effectivement, à un moment, il a l'orange dans la main, et juste après, il y a le chien, et on voit qu'il a les deux mains libres. Et ça marche plus, quoi. Ce ne sont pas des faux raccords qui dégagent ce sont pas des faux raccords qui, au final, sont poétiques. C'est pas du Cocteau. Ouais, c'est pas du Cocteau. C'est pas du Godard, tout ça. Mais c'est pas des graves. C'est anodin, ça, tout ça. Mais c'est vrai que c'est la goutte d'eau. C'est comme ça. C'est plutôt du halluciné, les 10 erreurs de Coppola dans le Parrain 3. Juste avant de donner la parole de nouveau à TN, parce que je sens qu'il a envie de nous casser la gueule, juste une petite chose. Je relisais une interview que les Cahiers du cinéma, que Coppola avait donné au Cahiers du cinéma. Alors écoutez bien, c'est assez incroyable. C'était en avril 1982. Les Cahiers du cinéma avaient fait un numéro spécial Made in USA en 2 parties. Ils s'étaient rendus il y avait Serge Toubiana, Olivier Assayas, etc., qui s'étaient rendus aux USA pour répondre à cette question que devient le cinéma américain. Ils avaient rencontré pas mal de cinéastes, de techniciens, dont Coppola. Et Coppola dit un moment, ça date d'avril 82, il dit: je crois que je recherche une forme dramatique, quoi qu'elle emprunte. Alors, la question, c'était en gros, quel est le sujet de votre prochain film? Et lui, Coppola, en profite pour répondre de manière générale. Il dit: je crois que je recherche une forme dramatique, quoi qu'elle emprunte beaucoup au roman moderne, qui utilise la musique, la poésie et la chanson, donc proche de l'opéra, d'une grande durée, au point qu'elles doivent se présenter en plusieurs parties, comme une série de films qui formeraient une œuvre et qui s'adresse à ce qu'il y a de plus ambitieux, l'énergie, le sexe et le sens de la vie. Mais pour y parvenir, il faut créer un genre d'opéra, trouver un langage qui allie le théâtre, l'emploi de la musique, de la poésie, de la chanson et de la danse comme dans l'opéra, mais ce langage n'existe pas encore. C'est extrêmement troublant. En tout cas, c'est intéressant. En fait, l'entrevue est vraiment passionnante, mais en fait, il annonce je sais même pas s'il annonce le Parrain 3, le Parrain de la version de 91. Je crois qu'il annonce plutôt la version de 2020, ce qu'il a voulu faire en 2020. Mais en tout cas, c'est très troublant ce qu'il dit et je trouvais que ça collait. Est-ce que TN, tu as envie de dire quelque chose sur rebondir sur ce qu'on disait? Parce qu'en vérité, moi, je trouve entre le montage original et le nouveau montage, finalement, pour moi, le film parfait, ce serait un entre-deux, parce que la chose qu'il a corrigée, qui était pour moi le plus gros problème de la première version, c'est effectivement de remettre l'entretien au Vatican au début, parce que toutes sortes de choses qu'on voit dans le premier montage manquent de logique, ou en tout cas, on n'a pas les outils pour le comprendre, puisque le fait que Tattaglia soit associé avec Ross dans le complot qui vise à éliminer Michael Corleone et à l'empêcher de faire son deal au Vatican. Finalement, le fait que le deal au Vatican, dans l'esprit du spectateur, parce que évidemment, Michael Corleone, il travaille dessus depuis des mois, voire des années, mais nous, on n'est pas au courant. Alors, attends. Je t'interromps, Thé, parce que on peut ne pas comprendre ce que tu viens de dire. Tattaglia et Ross, c'est dans le Parrain numéro 2.
Ayman Ross, c'est dans Le Parrain de numéro Non, 2. alors Ça. je mélange. C'est pour ça que je me suis permis de Non, t'interrompre. c'est Pantangeli et Ross. Et Pantangeli et Ross qui sont associés pour éliminer Michael Corleone, mais on ne comprend pas pourquoi au début. Parce que on n'est pas au courant qu'ils sont aussi partie prenante de cette histoire de immobilière. Et le fait que ça repasse au début, ça véritablement, ça met, et je suis d'accord que, bon, les fautes de raccord, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, parce qu'au cinéma, c'est pas un mauvais raccord qui va gâcher un film pour moi. En revanche, je trouve que la vitesse au milieu du film est un peu rapide et que j'aimais mieux la fin comme elle était plus tragique. Julien dit shakespearien, je suis assez d'accord. Donc, pour moi, j'aurais juste, et effectivement, j'en ai pas parlé au moment où je parlais du remontage, effectivement, le réétalonnage, c'est une restauration et c'est visuellement un travail énorme qui a été fait. C'est vrai que la qualité d'image est assez prenante et cohérente avec les autres films. Donc j'aurais fait cette restauration, j'aurais déplacé la scène de l'archiduc et j'aurais peut-être pas touché à autre chose. Je dis archiduc. Non, c'est pas ça. Non, un Oscar. Voilà, c'est pas là, c'est le fait que tu es en train de dire en gros que tu vas certainement remonter une troisième fois ce film seul dans ton coin et on en fera un autre live si tu veux. C'est comme les gens qui parlent de leur un live compliqué au niveau des droits d'auteur. Bah écoutez, si j'ai bien compris un petit peu, on est plus ou moins d'accord sur ce remontage et on invite nos chers spectateurs et spectatrices. Plus ou moins. À la fin, tout le monde est d'accord avec moi. Non, j'ai dit plus ou moins d'accord. Tout le monde est d'accord avec moi, sauf les deux autres. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que allez essayer de vous procurer le film et surtout commentez, dites-nous ce que vous en pensez, c'est très important pour qu'on puisse aussi rebondir. Et puis voilà. Ça vous dit qu'on passe au conseil de la semaine et les recos? Oui. Alors c'est parti. Est-ce que Edwood, tu as une recommandation à nous faire? Genre, c'est très important, c'est urgent, il faut absolument qu'on se procure ce que tu vas nous Alors, conseiller. c'est absolument pas important, c'est pas urgent. C'est en lien avec le film, en fait, parce qu'on n'a pas parlé de la musique de Nino Rota. De Nino Rota, oui. Hyper emblématique, même cliché. Et du coup, j'aimerais parler d'un groupe qui s'appelle Fantomas, qui est un groupe mené par Mike Patton, qui est le type derrière Faith No More, par exemple, ou Mr. Bungle. Et ils ont eu un projet de disque. C'est un vieux projet. Hein. Là, je vous sors un truc des années 2000. Ça s'appelle Director Scott. Et ils réorchestrent des musiques de films, notamment la musique du Parrain, avec un amour pour la chose originelle, mais en dynamitant ça avec le métal, parce que la culture de Faith No More, de ce leader, c'est le new metal, et donc ça donne quelque chose d'assez impressionnant et d'assez, ça imprime l'oreille, quoi. Je vous conseille de jeter une oreille là-dessus. Dessus, il y a plein de musiques de films différentes. Il peut y avoir la musique de David Lynch, la musique un citoyen au-dessus de tout soupçon, etc. Et à chaque fois, c'est des revisitations et c'est vraiment, vraiment jouissif si on connaît les partitions originales. Et on peut trouver ça, on peut se procurer ça dans un magasin ou n'importe lequel. La Fnac, je pense. Mais sinon, je pense que maintenant, tout le monde peut regarder sur Spotify. Et le trouver. Et le trouver sans problème. D'accord. Bah, merci. TN. Oui. Une orange, est-ce que tu as une orange à nous recommander ou quelque chose d'autre? Je ne sais plus. Eh bien, écoute, ma recommandation pour cette semaine, c'est pas franchement une urgence. Ça peut être important, mais ça peut être aussi un projet à long terme. Mais puisque Noël approche, on sait qu'il y a il y a beaucoup de gens qui achètent des téléviseurs. C'est quelque chose qui, dans notre vie, a fait énormément de progrès dans ces 20 dernières années. On est passé de nos gros tubes cathodiques
à des écrans ultra plats avec une qualité d'image exceptionnelle. Et pourtant, moi, je dirais aux gens, est-ce que vous avez pensé à acheter un vidéoprojecteur? Pourquoi? Parce que un vidéoprojecteur de qualité, donc qui fait du 1080 comme une télé HD, hein, ça coûte pas plus cher qu'un téléviseur de 55 pouces ou même 50 pouces. Mais en revanche, ça a plusieurs avantages. D'abord, ça va vous faire une image aussi grande que le mur sur lequel vous pourrez projeter. Donc, c'est ce que j'ai chez moi. J'ai un écran qui fait 3,50 m de diagonale. Et puis surtout, on ne regarde pas du tout l'écran de la même manière quand on doit éteindre les lumières, fermer les rideaux et qu'on lance un film sur un écran de ce type. Et on va avoir une expérience, ça je m'en étais rendu compte à un Noël où j'avais tous mes neveux et nièces, y compris les enfants de mes cousines, ce qui faisait une peuplade d'à peu près 20 gamins. Si on met 20 gamins devant un DVD sur un écran de télé, les lumières sont allumées, il va y avoir un bordel pas possible, ils vont se disputer, se chamailler, etc. Et à l'époque, j'avais récupéré un vieux vidéoprojecteur pourri qui faisait une image à moitié violette, mais j'avais mis un vidéoprojecteur, j'aurais fait à l'époque une projection de réponse, et je peux vous dire que quand on fait un Noël en famille avec 40 personnes, avoir les gamins au calme devant un film qui font un silence total, c'est un énorme bénéfice. Et ils ont pas moufté pendant tout le film, ils étaient au cinéma. Et depuis que je me suis installé dans cette nouvelle maison, ben, j'ai fait en sorte que je puisse accrocher au plafond un vidéoprojecteur. Et on profite, je regarde plus du tout la télé d'ailleurs maintenant, je regarde que des films ou éventuellement avec une clé Chromecast, je me débrouille pour projeter tout ce qui est les sites de streaming. Et c'est véritablement un changement. Et par ailleurs, si vous regardez vous vous couchez à minuit après avoir regardé des films, ben le fait que ce soit pas un écran brillant qui vous envoie de la lumière bleue, vous êtes beaucoup plus reposé et apte à vous coucher sans avoir de problème. Donc c'est un équipement auquel on ne pense pas beaucoup, il n'est pas forcément mis en avant. Dans les années 90-2000, c'était assez mauvais comme matériel, mais aujourd'hui pour 600-700 euros, ce qui est une somme mais que beaucoup de gens mettent dans un téléviseur, vous pouvez avoir véritablement un écran de cinéma à la maison. Pour peu que vous sachiez faire passer des câbles, vous pouvez avoir, moi j'ai un système qui est en 7.1, c'est-à-dire qu'on est véritablement comme dans une salle de cinéma quand on se met un film, et c'est un bonheur quotidien. Donc c'était ma recommandation, c'est pensez-y et regardez si c'est compatible avec votre logement, parce que finalement, c'est une bonne solution pour regarder des films dans de bonnes conditions. Et comment tu ressens, comment sont perçues les sensations que tu as, enfin les sensations que tu as quand tu vois nos lives sur grand écran, c'est comment? Alors, pour l'instant, je les ai plutôt regardés sur ordinateur, pour être tout à fait franc. Mais non. Mais comme chaque live semble avoir une qualité visuelle supérieure et une meilleure mise en scène avec une régie au top, je pense que bientôt je les regarderai sur grand écran avec un grand plaisir. Et tu nous inviteras, surtout. Bien sûr. Eh bien, moi, ma petite recommandation, elle est un peu simple, mais pourquoi pas. La maison d'édition Inis a sorti un livre assez sympa qui s'appelle Les recettes de Ghibli. Des éditions. Eh oui. Wow. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans tous les films produits par les studios Ghibli et souvent ceux de Miyazaki, il y a toujours des petits moments comme ça où les personnages se font la tambouille et c'est c'est très très bon. Moi, j'ai un petit souvenir comme ça dans le château dans le ciel, je crois, où à un moment il y a une espèce de petit déjeuner à base d'œufs et de bacon ou je ne sais quoi, et c'est assez. Sachez que le livre existe. Donc, je vais simplement vous lire la 4e de couverture parce que c'est assez sympa.
Des brioches aux haricots rouges du voyage de Chihiro au ramen de Pogno sur la falaise, découvrez plus d'une vingtaine de recettes présentes dans les films du studio Ghibli, qu'elles constituent un moment de partage familial, de réconfort, etc., etc. Ça s'appelle les recettes des films du studio Ghibli, c'est chez Inis. Il y a des anecdotes, des recettes de films inoubliables comme Arrietty, Le Château ambulant, Le vent se lève, etc., etc. Et voilà, c'est pas très cher, je crois que c'est 17 euros. Et je le recommande, c'est assez sympa. Et puis pour celles et ceux qui ont des enfants, ça peut être encore plus sympa. Voilà. Donc ça, c'était ma petite recommandation du vendredi. De la Take my money! J'espère que ma fille n'écoutera pas le live parce que c'est effectivement un cadeau que je lui réserve, je l'ai vu. Mais sache, Samir, qu'en ce moment, il est en rupture. Ils en ont commandé très peu, ouais. C'est pas vrai. Il est en rupture partout, dans toutes les Fnac, dans toutes les petites librairies. J'ai fait le tour. Et par contre, il y a 2 autres volumes. Il y en a un spécial Friends. Ouais. Et donc, les recettes de Friends, y compris le pudding à la viande de Rachel quand elle se gourre. Et il y a les recettes de Dragon Ball Z, enfin de Dragon Ball en général et de Dragon Ball Z en particulier, dans cette collection. Et donc, c'est-à-dire que si je vends le livre que j'ai acheté des recettes, je peux le vendre à 700, 800, à 700 euros et m'acheter un deuxième vidéoprojecteur. Et des oranges. Et des oranges. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à dire ou on arrête là? Normalement, on doit arrêter, mais si vous avez peut-être des choses à compléter, TN, Edwood. Oui, j'ai envie de dire aux gens qui fassent sonner notre cloche, qui mettent des commentaires, qui nous proposent des thèmes, qui nous proposent des thèmes et qui s'abonnent, ouais. Surtout. En gros, c'est très simple. Comme dit Edwood et TN, abonnez-vous, likez si vous avez aimé cette vidéo. Si vous aimez les autres vidéos, likez aussi. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Généralement, on essaie de publier à peu près 3-4 vidéos par semaine. Donc, on prévoit beaucoup de choses. Likez, suggérez-nous des choses. On est attentif, que ça soit des dossiers, des idées d'interview, on est là pour ça. Et abonnez-vous. Et on est très content, en tout cas, de lire vos commentaires. Et je vous embrasse très fort, TN et Edwood. J'espère qu'on se revoit vendredi prochain pour un nouveau live. Enfin, ça sera le 25 décembre, ça va être un peu compliqué. On va s'arranger, on va trouver une solution. Bon, en tout cas, juste une chose, je vous souhaite un joyeux Noël. Je pense qu'on se verra peut-être après ou avant, je sais pas. Mais en tout cas, un joyeux Noël, TN, Edwood, et voyez des films et à très vite. Salut les kids. À la prochaine. Salut.